Constantin. Comment vas-tu d'abord? Tu vas bien? Eh ben, je vais super bien. Je suis au Japon, alors un peu loin de mes premiers amours himalayens, hein, dont je parle dans le livre dont on va parler aujourd'hui. Je suis arrivé dans des terres un peu moins poussiéreuses, un peu plus polies. Mais voilà, mon premier amour restera l'Himalaya dont on va parler aujourd'hui. Super. Est-ce que pour, voilà, en introduction, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? D'image, ça veut dire que je me balade avec une caméra et que je fais des reportages un peu partout, mais essentiellement en Asie. J'ai vécu 10 ans en Inde, où je faisais des reportages pour la télévision française, avec donc toute l'Asie du Sud comme beau jardin. Et j'ai fait pas mal de reportages, notamment dans l'Himalaya. Et puis, je me suis installé il y a 3 ans au Japon. Et maintenant, mon terrain de jeu, c'est le Japon, la Corée. Ok. Et tu as d'ailleurs publié en 2015 India Express, qu'on avait beaucoup aimé, sur tes aventures de grand reporter en Inde et dans le sous-continent. Aujourd'hui, on t'invite pour ton dernier ouvrage qui s'appelle Yasar Gompa, qui est publié chez Artaud. Alors, c'est quoi le pitch de ton livre? Mon livre, comme le montre peut-être un peu la couverture, c'est voilà, c'est la recherche d'un champignon au nom un peu barbare qui s'appelle le Yarshagumba, que j'ai découvert moi-même et qui en fait ne pousse qu'à très haute altitude, au-dessus de 4000 mètres, donc essentiellement dans l'Himalaya. On le trouve un peu au Pérou, dans d'autres coins, mais c'est surtout dans l'Himalaya. Et voilà, c'est un champignon qui a des vertus multiples, mais surtout aphrodisiaques. Et en fait, dans toutes les régions nord et ouest du Népal, il y a vraiment toutes les vallées qui, au moment de la cueillette, donc chaque année à peu près en mai de chaque année, eh bien, tous les villages s'arrêtent de vivre et partent en famille. Les populations de ces régions partent cueillir en fait ce Yarshagumba, qui est très difficile à trouver. Donc, c'est souvent, il faut avoir des très bons yeux. C'est les enfants qui le trouvent plus facilement ou les gens assez expérimentés. Et moi, dans le cadre d'un reportage, en fait, je me suis retrouvé là-haut, très, très haut, au-dessus de 4000 mètres, et à chercher ce champignon qui donc s'appelle le champignon chenille. Il a plein de noms différents hein, selon les régions. Il est très connu au Tibet aussi, et parce qu'il a une allure de chenille, en fait. Il y a toute une mythologie, toute une légende derrière, et c'est ça que je raconte dans ce livre, qui est en fait l'histoire d'un homme qui travaille dans une agence de voyage, un peu Jean Chanty, quoi. Comme si un stagiaire de Chanty se trouvait eh bien, embarqué dans une aventure folle où il se retrouve un peu à faire une expédition. Et il va découvrir ce champignon, il va découvrir l'amour aussi en rencontrant une Népalaise. Après, ça va l'emmener très très loin jusqu'en Chine, jusqu'à Shanghai, où il va découvrir en fait que ce champignon fait vraiment partie de la culture de beaucoup de pays d'Asie et notamment de Chine depuis des millénaires. Il est consommé depuis très longtemps en Chine. Alors, ça fait partie de la culture. Et ce qui est dingue, ce que tu peins très bien dans ton livre, c'est que c'est un véritable business pour certaines régions himalayennes et que ça a un tel business que ça a un poids économique très important aujourd'hui. Ça a un peu révolutionné certaines régions d'un point de vue économique et social. Est-ce que tu peux nous raconter ce changement économique? Quand j'ai découvert ce champignon, ce n'est pas un reportage qu'on faisait pour envoyer spécial sur ce fameux or brun, parce que c'est vrai qu'il est vendu extrêmement cher. Et donc, tous les villages s'arrêtent de travailler parce que c'est un petit moment dans l'année, un mois et demi dans l'année, où ils peuvent faire énormément d'argent. Il faut partir dans ces endroits risqués. Et donc, d'un coup, en effet, tous les villages se vident, les écoles ferment, et on s'est retrouvé comme ça à marcher des jours. On avait à l'époque, il n'y avait plus de réseau, on n'avait plus de téléphone, on avait un téléphone satellite, mais
enfin voilà, on était comme ça coupés du monde dans des zones incroyables où tout d'un coup on voit arriver des gens de tous les villages, vraiment le peuple de l'Himalaya s'était donné rendez-vous pour cueillir ce champignon et c'était absolument fascinant. Et moi, j'avais rien d'autre à faire parce qu'il a fallu marcher beaucoup avant de filmer. Et bien, j'avais rien d'autre à faire qu'écrire des petites notes sur un carnet. Et ça a été le début de ce livre, absolument fascinant. Voilà. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai pu essayer moi-même de trouver ce champignon. J'ai pas réussi et j'ai pu aussi goûter ce champignon. Il y a certains des secrets de ce Yarchagumba. Ok. Alors, ma connexion est un peu instable. Alors, peut-être qu'il va y avoir un petit laps de temps où il y a un bug. Je suis désolé. Je t'entends un petit peu après la réalité. Mais justement, ouais, c'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure, le Yashagompa, il est en gros, on le trouve à partir de 4000 mètres d'altitude. Dans ton livre, je crois que le personnage principal, il doit partir il doit commencer à marcher à partir de 1500 mètres ou quelque chose comme ça. Donc, pour y arriver, déjà, c'est un trek en soi. Ah oui, ça c'est ce qui est fascinant et c'est ce qui nous est arrivé à nous en tant que journalistes et à moi en tant que aussi auteur, c'est que on a dû marcher, on n'avait pas l'habitude quoi. Et on s'est retrouvé comme ça avec des Népalais qui avaient dans leur sac plein de billets de banque parce que l'air de rien, tout en haut de la montagne se joue quand même un gros business comme tu le disais. Et donc les gars, ils viennent avec leur cash. Ils ont des énormes liasses de billets et en fait, dès qu'ils commencent à cueillir, le soir, il y a des tractations assez mystérieuses, beaucoup de négociations. Enfin, c'est une sorte de business qui mêle ce qu'il y a de plus pauvre et de plus des paysans et magnifiques comme paysage, avec en même temps des réalités très crues de négoce, de trafic. Il y a des bagarres, il y a des meurtres parfois. Tout ça parce que ce champignon, en fait, coûte très cher et se vend très cher. Et donc, il y a toutes sortes d'affaires étranges. C'est comme si ces montagnes, on va dire très pures, tout d'un coup étaient transformées par ce champignon avec toutes sortes de démons, le sexe, l'argent, les vols, voilà, qui transforment ces montagnes. C'est top pour en faire un roman. Euh, tous ces éléments. Et d'ailleurs, parce que c'est un moment très précis de l'année qu'on va cueillir le Yarsagompa. C'est à quel moment de l'année? Eh ben, ça commence fin avril et ça dure pendant donc ça existe depuis longtemps. Les Tibétains le cueillent depuis longtemps, les Népalais aussi, mais pendant longtemps, ça n'intéressait pas les autorités. Puis surtout, ça faisait partie d'une zone qui s'appelle la Karnali River, qui est vraiment le nord-ouest du Népal, c'est-à-dire très très loin des coins les plus connus du Népal, comme les Annapurna ou l'Everest. Vraiment un endroit que je vous invite à aller voir, mais où il n'y a rien. Et on dit toujours quand on envoie quelqu'un en Karnali, c'est comme si on l'envoie en enfer. Ça, c'est un dicton népalais. Ça dit bien la pauvreté, le dénuement de ces zones, par ailleurs très belles au niveau des paysages. Et donc, voilà, tout d'un coup, en avril, il y a une concentration de gens qui arrivent dans ces coins totalement perdus. Et c'est ça qui nous a absolument fascinés. Ça dure comme ça à peu près deux mois, deux mois et demi. Les gens restent en haute altitude, ils campent dans des tentes et ils dorment alors qu'il fait assez froid encore, surtout la nuit. Et ouais, c'est absolument, absolument étrange et fascinant. Donc, on est en période de pré-mousson à ce moment-là. C'est vrai que nous randonneurs, trekkers, on a plutôt tendance à aller au mois d'avril ou en octobre-novembre sur ces zones qui sont finalement cette zone au sud du Dolpo, effectivement dans des régions qui étaient jusqu'à peu quasi inexplorées en tout cas par les randonneurs. Il faut quand même rappeler qu'il y a donc une guérilla maoïste au Népal, une guerre civile pendant 10 ans, de 96 à 2006, et que ces régions-là, c'était les régions tenues par la guérilla maoïste. Donc, elles étaient absolument inaccessibles. Enfin,
pouvait s'y aventurer, mais bon, c'était plus ou moins contrôlé par les maoïstes, qui d'ailleurs avaient un impôt révolutionnaire, et qui d'ailleurs ont utilisé ce champignon. Et c'est aussi ce que raconte ce livre, Absolument, ouais. comment la guérilla maoïste, victorieuse, hein, il y a très peu de guérillas maoïstes qui ont réussi à gagner finalement leur combat, leur révolution. Alors après, ils sont arrivés au pouvoir finalement et bon, ils ont dû un peu revoir leur idéologie, mais à l'époque, voilà, ça a vraiment aidé à financer les combats parce qu'il n'y avait rien dans ces régions et donc au lieu de prélever donc ça a permis de financer, notamment les guerriers maoïstes revendaient une partie de ces champignons aux mafias indiennes, aux mafias chinoises surtout, et ça s'était revendu en Chine très très cher. Est-ce que pour nous mettre l'eau à la bouche, tu auras un petit passage à nous lire, peut-être sur la cueillette? Arrive voilà, dans le moment exact où il va découvrir le premier champignon. Ce sont des enfants en fait qui sont en train de chercher comme ça. Alors pour trouver ce champignon, faut imaginer on a marché des jours et puis on se retrouve à être à quatre pattes, à fouiner comme ça le toit des montagnes, les petites herbes, parce que on ne peut pas le voir en fait. Moi, j'arrivais pas à voir un seul champignon. Donc, il faut vraiment être expérimenté. Et c'est ça la vision qu'a le personnage lorsqu'il arrive et il voit des gamins qui sont là en train de passer le toit du monde au peigne fin. Donc, je vous lis l'extrait. Une fissure dans l'Himalaya. Il se tourna. Tous se précipitaient déjà. Un gamin désignait du doigt une touffe d'herbe. Les autres plongèrent à terre, leurs yeux devenus loupes. C'est l'ombre qu'il faut chercher, expliqua à Victor la voix du Sherpa. Les Yarshagumbas se cachent, mais le soleil nous indique le chemin. De ses doigts sales, le gamin écarta la neige avec douceur. 2 pas en arrière pour se réajuster, il brandit son crochet dont le sol le planta. Un bruit de mousse, un craquement. Il détacha une motte humide, épluchant la glèbe autour comme l'on fait avec un radis. Une silhouette orange se dégagea. Tout sourire, le gamin l'érigea au ciel, tel le sceptre d'un empereur microscopique. Dans les rayons du soleil, le verre se mit à briller. Le petit cueilleur le soupesa longuement à plat sur sa paume, puis le tendit à l'étranger. Victor ne trouvait ce champignon aux allures d'asticot séché ni beau ni intrigant, mais il voyait la fierté dans les yeux des enfants. Il s'était positionné en cercle autour, une ribambelle d'œilletons grimaçant de splendeur. Lorsque l'étranger eut fini d'apprécier, la minuscule crotte passa entre les mains des camarades. « Il est bien lourd, dit l'un. Chez nous, on dit qu'il est puissant. C'est aussi précieux que l'or, ajouta un autre. Une fois que tous l'eurent soupesé, on rendit au petit prospecteur son bien. Il le déposa avec précaution dans une besace attachée autour de sa poitrine. Les cueilleurs reprirent leur travail d'épluchage de l'Himalaya, grimpant vers les névés. Les gamins ratissaient des lopins de terre, centimètre par centimètre, le toit du monde au peigne fin. Chaque nouvelle découverte était célébrée par un cri barbare, qui dans l'oreille de Victor résonnait comme une formule magique. Yarshagumba. Voilà, je m'arrête là. Merci pour ce très beau passage qui est un vrai voyage virtuel. Nous qui ne pouvons pas voyager actuellement, là, je vous assure qu'en lisant ce livre, c'est un vrai voyage et c'est vraiment un road movie écrit, quoi. C'est-à-dire, on est en trek tout le temps. Moi, j'avais le sentiment de marcher quand je lisais ton livre. Et en plus, ce qui est complètement génial, c'est qu'on est sur des zones très géographiques, culturelles, très, très différentes, puisque c'est un long voyage, et long et lent voyage, ça commence finalement, le trek proprement dit, dans les zones humides du sud de l'Himalaya, puis dans le Grand Himalaya, puis sur le plateau tibétain. Voilà, donc c'est un vrai trek. Tu nous fais randonner quand on lit ce livre. Moi, ce qui m'a, Ce qui m'avait beaucoup marqué, ouais. Au niveau des paysages, justement, c'est ce que je raconte un peu dans le livre, c'est quand on arrive très haut dans l'Himalaya, on découvre des lagunes. C'est ce que j'appelle les lagunes du toit du monde. Un paysage, moi j'ai moins l'habitude que toi, hein, mais
un paysage qui ressemble à l'image, en tout cas, que je me faisais de l'Écosse. Et voilà, c'était assez fascinant de découvrir ce type de paysage. C'est très humide parce que le Yarchagumba a besoin d'humidité. Hein. Il est quasiment, les montagnes sont quasiment recouvertes de neige à cette période de l'année, donc fin avril. Et c'est au moment où la neige fond que le champignon a. Puis après, dans le livre, en effet, on va encore plus loin. On traverse l'Himalaya et là, on découvre les paysages du Tibet qui sont encore un peu autre chose, peut-être un peu plus désertiques, ou même s'il y a aussi des prairies. Enfin voilà, oui, c'est toute une traversée de l'Himalaya. Ce qui m'a frappé aussi dans ton livre, c'est cette espèce de porosité, en fait, d'un point de vue des paysages, d'un point de vue culturel évidemment, entre la frontière sud, donc le Dolpo finalement au Népal, et la frontière et le côté tibétain qui aujourd'hui est en Chine. Et à contrario, j'avais le sentiment, alors c'est peut-être parce que tu passes plus vite du Tibet à la Chine, Chine verte, Han, mais j'avais l'impression d'avoir une frontière là beaucoup plus évidente en fait. C'est sûr que ce qu'on découvre dans ces zones, c'est que même s'il y a des énormes montagnes les plus hautes du monde, il y a une porosité, même si la Chine a essayé de fermer au maximum toute cette frontière, eh ben, il y a toujours eu, hein, avec les transhumances des nomades, il y a toujours eu des voyages, des échanges, des caravanes, hein, parce que finalement, c'est l'histoire d'une caravane. Hein, ce livre est l'histoire d'une caravane de champignons. Et donc, en effet, oui, voilà, j'ai ressenti, moi, ces échanges. Et après, c'est vrai que dans le livre, il va jusqu'à Shanghai. Comme la traversée de l'Himalaya est un peu compliquée, elle prend un peu plus de temps, un peu plus de pages dans le livre. Et puis, d'un coup, j'ai accéléré un peu le voyage. Et c'est vrai qu'on passe d'un coup à Shanghai, où là, justement, je voulais propulser mon lecteur dans un univers beaucoup plus urbain, moderne, la Chine des businessmen, parce que c'est toute l'histoire de champignons qui mêle des endroits très pauvres tout en haut des montagnes, et puis en fait les villes, les plus grandes villes où des businessmen chinois achètent très cher ce champignon. Donc c'est ces contrastes aussi que je voulais raconter dans le livre. Et je trouve que tu ancres ton roman vraiment dans une réalité sociale, politique. Tu as parlé tout à l'heure du mouvement maoïste, mais c'est pareil à la fin du roman, dans la dernière partie sur Shanghai. Bon, on sent vraiment cette Chine antidémocratique, super consumériste, mafieuse, nationaliste. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est quoi ta recette en fait? Bon, tu disais que voilà, en tant que journaliste, grand reporter, tu as été amené à beaucoup voyager, y compris sur ces zones. C'est vrai aussi de Shanghai. C'est à travers des reportages que tu as connu cette folie de Shanghai. J'avais des amis qui étaient là-bas, j'en ai profité aussi pour faire mes petites études sur le champignon. Je voulais vérifier en fait, parce que tout le monde me disait oui, il est vendu des dizaines de milliers d'euros. J'avais tout vu, j'avais filmé tout ça au Népal et je voulais vérifier qu'en effet c'était un produit adulé en Chine. Et ça a été très, très facile. Hein. Dès qu'on arrive à Shanghai, vous allez dans ces supermarchés où il y a tous ces produits dont raffolent les Chinois, des nids d'hirondelles séchés. Et en fait, le produit souvent le plus important, le plus réputé, c'est ce champignon qui a la forme d'une chenille. Et c'est vendu dans des coffrets comme ça, magnifiques, satinés. Dans des sortes de supermarchés du bien-être, des grands magasins un peu luxueux où il y a tous ces produits. Donc, oui, j'ai vérifié ça. J'ai vérifié aussi, c'est pour ça que je voulais aller en Chine, si en effet c'était bien dans la médecine chinoise. On a pris rendez-vous chez un médecin chinois en prétextant un mal de dos qui n'était pas complètement faux d'ailleurs.
Et ce qu'a dit tout de suite le médecin chinois, alors qu'on ne lui avait rien dit, hein, la première chose que nous a donné dans l'ordonnance le médecin traditionnel chinois, c'était ce champignon. Donc, ça a vraiment prouvé ce que j'avais lu et entendu, c'est que ce champignon est utilisé en Chine depuis des millénaires. Hein. Il était utilisé par l'empereur de Chine qui avait tout un gynécée comme ça et ça lui permettait, selon la légende, voilà, plus l'empereur était tonique avec ses femmes, avec ses concubines, plus il aurait une longue descendance. Et donc, c'est ce qui a toujours cette idée, parce que derrière ce champignon, il y a évidemment l'idée du sexe. Hein. C'est un Viagra, hein. C'est comme ça qu'on le surnomme, le Viagra de l'Himalaya. Mais derrière, ce que j'ai découvert en Chine, c'est qu'il y a bien plus que ça. Il y a tout ce que ça symbolise. On offre ce champignon, par exemple, pour remercier quelqu'un avec qui on fait du business, ou une personne un peu âgée, ou même un cadeau pour une femme qu'on aime. C'est un symbole, un peu comme on offrirait un diamant ou une rose très belle en Occident. Voilà, il y a toute une légende derrière, toute une symbolique. Et c'est ça qui fait la beauté de ce champignon. C'est pas uniquement ses vertus. J'ai goûté à ce champignon, j'ai testé. En effet, il a quelques vertus tonifiantes pour des nuits torrides, mais il n'y a pas que ça. Et il y a bien plus, et c'est ce que je raconte dans le livre. Effectivement, ton roman est ultra. On sent que c'est très documenté, c'est très documenté et très réaliste. Et tu peins, je trouve, très bien, avec beaucoup de précision et de talent, les paysages, l'environnement, les territoires. Mais alors, c'est peut-être aussi parce que je te connais, on est amis, mais par ce prisme-là. Mais je crois que c'est ce qui se retrouvait aussi beaucoup dans ton premier livre, India Express. Voilà, c'est les personnages qui, là, voilà, c'est les personnages qui t'intéressent et particulièrement, et j'aime beaucoup les interactions entre ces personnages. Donc, voilà, c'est un peu ça aussi dans la vie, non, qui te branche. C'est rencontrer des gens et raconter des histoires et écouter des histoires. Évidemment, évidemment. Et souvent, je crée mes personnages de romans avec dans la vraie vie, quoi. Tu m'as d'ailleurs donné quelques récits de tes propres aventures dans l'Himalaya qui m'avaient à l'époque un peu inspiré pour créer ces personnages. Et puis, je me suis pas mal documenté, hein, notamment sur la guérilla maoïste. Ça m'intéressait beaucoup de raconter comment ces guérilleros maoïstes étaient devenus, parce qu'à la fin de la guerre, ils sont tous devenus un peu businessmen souvent. Il y a cette reconversion, cette transition d'un monde de guerre à un monde de business. C'est ça que raconte ce livre. Et là-dessus, je me suis beaucoup renseigné sur la PLA, l'armée de maoïste, dans laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont soit au gouvernement, soit dans des postes, soit dans des business florissants. Et est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés sur ton super livre que tu voudrais Peut-être évoquer, comme je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien l'Himalaya. Et une chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai transposé dans ce livre, c'est le Tchad. Le Tchadar qui se trouve dans le Ladakh, notre zone, c'est une rivière qui gèle donc au cœur de l'hiver, hein, en janvier-février. J'avais fait aussi par ailleurs le reportage. D'ailleurs, c'était avec un groupe de chantiers que vous avez suivi à l'époque, c'était il y a bien longtemps, mais c'était encore une histoire fabuleuse et ça m'a permis de réutiliser une partie de cette expérience, de marcher donc sur la glace. C'est ce que raconte aussi ce livre, c'est cette traversée absolument fascinante d'une autoroute de glace au cœur de l'hiver. Voilà, c'est ces passages que peut-être c'est cette expérience que peut-être des amateurs de voyage dans l'Himalaya ont déjà vécu et que j'ai essayé aussi de raconter dans le livre avec la glace les rêveries sidérales de la glace, le miroitement, le chatoiement de la glace. Ça m'avait vraiment beaucoup marqué.
Ouais, et on sent que c'est compliqué. On sent que c'est compliqué et on sent que tu l'as vécu pour, dans l'écriture. On sent qu'il y a du vécu aussi sur ce passage qui est mouvementé. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment vivement. Ouais, Non, excuse-moi. pour cette expérience, j'avais suivi donc pour un reportage télévisé qui avait rien à voir un groupe de chantier et avec ce que vous appelez, ce qu'on appelle poliment les seniors en forme, beaucoup plus que moi, et j'avais beaucoup de mal à les suivre sur la glace, je tombais tout le temps. En plus, j'avais des caméras à porter. Voilà. Donc oui, en effet, ça m'a beaucoup marqué la difficulté du tchadar et le froid. Voilà, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie, et c'est ce que raconte et vit mon personnage, qui est évidemment aussi toujours un peu un double de moi. En tous les cas, je vous conseille vraiment vivement la lecture de Yassagompa chez Artaud. C'est un vrai voyage, c'est un vrai slow trip, slow trek, avec une histoire qui m'a vraiment pris au trip. C'est vraiment beau. Je vous le conseille vraiment. Donc, en effet, le personnage de Victor travaille dans une agence de voyage qui s'appelle pas Chantier Travel, mais qui s'appelle Terra Nueva. J'ai inventé ce nom. Euh, mais il a l'idée de faire ce trek. Est-ce que c'est un trek que vous proposez, un voyage que vous proposez, le Dolpo ou l'autre zone de Mougou, c'est le district d'à côté, ça ne serait pas un beau voyage à proposer? Je me permets de Alors faire cette… absolument, absolument. J'ai remis ma casquette. Oui, absolument. On propose plusieurs versions au Dolpo et même du Dolpo Mustang. On ne propose pas le Sud encore pour des raisons logistiques essentiellement. Et puis, bah, tu faisais mention du Tchadar. Bien sûr, le Tchadar, on organise ce trek mythique du Tchadar au mois de janvier-février, cette fois au Ladakh. Ouais, ouais. Mais un trek sur le champignon, ou en tout cas qui ferait un petit Ça détour pourrait sur le être champignon, je génial, trouve ça bah, serait c'est sûr. fascinant. Ça serait un voyage Absolument. incroyable Ouais. où on voit en effet le peuple de l'Himalaya qui se donne rendez-vous, des gens qui sont comme ça avec des chariots sur le dos. Enfin, on a l'impression de se retrouver dans une époque médiévale. Enfin, c'est fascinant, quoi. Donc, Chiche, mais alors le trek Yarsagompa 2022, accompagné par Constantin Simon. avec plaisir, je vais remonter là-haut. Super, bah merci beaucoup Constantin. Euh, Ça marche. et puis on se donne rendez-vous pour le. On se Une donne dernière rendez-vous. fois le livre, voilà. Ouais, Les lettres, Artaud, voilà. voilà, les lettres sont assez mystérieuses, mais le terme est un peu compliqué à prononcer. Voilà, mais c'est tout. Très bien. Voilà. Hop. Bonne lecture de ce très beau livre. Et puis on se donne rendez-vous pour pour ton prochain ouvrage, le troisième, Constantin. Ouais, il faudra être un peu patient. Il y aura peut-être moins de voyages, là, un peu moins de voyages. Ça marche. À très bientôt. Ça Merci, marche. Salut, Alex. Constantin. Bye. Ouais, merci. Ciao, ciao. Merci.